Dans cette vidéo, nous allons décrire les principales méthodes de contraception. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la contraception? On pourrait la définir comme toutes les méthodes artificielles que les gens ont utilisées, et ce depuis bien longtemps, pour éviter une grossesse. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt nous concentrer sur les moyens modernes de contraception. Pour bien comprendre la contraception, il convient de faire quelques rappels sur le démarrage d'une grossesse. Ce schéma présente l'appareil reproducteur féminin. Comme nous l'avons vu dans le chapitre 2, l'hormone FSH stimule le développement d'un follicule. Ce follicule devient alors le follicule de De Graaf. Après 14 jours, on a une augmentation brutale de l'hormone LH. Ce pic provoque l'ovulation et la libération de l'ovocyte hors du follicule. L'ovocyte ainsi libéré voyage le long de la trompe de Fallope. À ce moment-là, il peut rencontrer des spermatozoïdes. C'est ce qu'on appelle la fécondation. Si cette fécondation a lieu, l'œuf ainsi fécondé voyage le long de la trompe de Fallope jusqu'à l'utérus. À ce moment-là, il s'implante au niveau de l'endomètre. L'œuf subira alors des milliers de divisions cellulaires jusqu'à former le fœtus. Quelques mots de vocabulaire avant de passer à la suite. On appelle utérus la cavité dans laquelle se déroule l'implantation et ultérieurement la grossesse. Le vagin, c'est la partie inférieure de l'appareil reproducteur féminin où vient se loger le pénis au cours de l'acte sexuel. La zone qui sépare les deux est appelée le col de l'utérus. Cela nous sera utile pour la suite de la vidéo. Pour bien comprendre les méthodes contraceptives, il faut garder en tête tout ce que nous venons de voir sur le déroulement du début de la grossesse. En effet, la contraception doit, d'une manière ou d'une autre, interférer avec ce processus et l'interrompre. Une manière de catégoriser les méthodes contraceptives serait de distinguer d'une part les méthodes hormonales et d'autre part les méthodes non hormonales. Nous allons donc commencer avec les méthodes hormonales. Ces méthodes consistent à administrer à la femme soit des œstrogènes, soit de la progestérone, ou bien une combinaison de ces deux hormones. Si on administre à une femme des quantités constantes d'œstrogènes tout au long de son cycle, cela empêche la production de FSH. C'est ce que nous avions vu dans l'activité technologique numéro 5 sur le rétrocontrôle. Or, la FSH est essentielle au développement de l'ovocyte. En son absence, il n'y aura donc pas maturation ni libération d'ovocytes. Quant à elle, la progestérone provoque l'épaississement de la glaire cervicale qui est produite au niveau du col de l'utérus par des cellules spécialisées. Comme le montre ce graphique. Dans le cycle féminin d'une femme qui ne prend pas de pilule, on observe une diminution de la viscosité de la glaire cervicale au moment de l'ovulation. Cela permet le passage des spermatozoïdes pour atteindre l'ovocyte. Mais comme vous le voyez sur la courbe verte, une femme qui prend la pilule voit la viscosité de sa glaire cervicale rester constante tout au long du cycle. La glaire cervicale est donc épaisse, elle empêche le passage des spermatozoïdes pour atteindre l'ovocyte. Pour décrire cette viscosité de la glaire cervicale, on peut également utiliser la notion de filance. La filance, c'est l'inverse de la viscosité. Autrement dit, plus la filance est élevée, plus la viscosité est faible. Donc on aurait le graphique inverse. Avec une pilule progestative, la filance reste basse, donc la glaire cervicale est épaisse tout au long du cycle menstruel. La pilule la plus utilisée à l'heure actuelle, c'est ce que l'on appelle la pilule œstroprogestative. Elle combine donc des œstrogènes avec de la progestérone. Cette pilule est efficace à 99% pour empêcher les grossesses, pour peu qu'elle soit prise correctement. Mais cela veut dire que, même sans oublier de prendre la pilule, il demeure un risque, très faible certes, de tomber enceinte. Cependant, la pilule peut avoir des effets secondaires. Le premier, ce sont des maux de tête et des migraines. Et le deuxième, ce sont des nausées. Il existe d'autres méthodes reposant sur la libération prolongée d'hormones. La première d'entre elles, c'est le patch contraceptif. Il s'agit d'un petit carré autocollant que l'on colle sur le haut du bras. Il libère en continu de faibles doses d'œstrogène et de progestérone. Chaque patch sera efficace pendant une semaine. On peut également opter pour des injections de contraceptifs. Dans ce cas-là, c'est de la progestérone qui est injectée. Chaque dose sera efficace pendant 2 à 3 mois. Une autre option, à plus long terme, c'est l'implant contraceptif. Il est placé sous la peau en haut du bras. Il libère de la progestérone pour une durée qui peut aller jusqu'à 3 ans. Enfin, il existe ce que l'on appelle les DIU, c'est-à-dire des dispositifs intra-utérins. Eux sont placés au cœur de l'utérus. Le plastique constituant le DIU libère de la progestérone, et je vous rappelle que cette hormone a pour rôle d'épaissir la glaire cervicale, donc de bloquer le passage des spermatozoïdes. Il existe également une version en cuivre de ce DIU.
Dans ce cas-là, ce n'est pas une méthode hormonale, il provoque simplement la mort des spermatozoïdes dans l'utérus en raison de la présence d'atomes de cuivre. Tous ces DIU ont une durée de vie, donc d'action, de plus de 3 ans. Vous voyez qu'il existe donc une grande variété de méthodes contraceptives hormonales dont le mode d'action est assez similaire. La différence majeure, c'est le caractère invasif ou non de leur implantation. S'il s'agit d'une pilule, il faut simplement avaler un cachet. Mais par contre, placer un dispositif intra-utérin ou un implant contraceptif implique un rendez-vous médical et peut parfois engendrer des douleurs. La deuxième catégorie de méthodes contraceptives est celle des méthodes non hormonales. Elles ont pour point commun d'empêcher la rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovocyte. Par exemple, les préservatifs recouvrent le pénis et piègent ainsi les spermatozoïdes. Il existe également des préservatifs féminins. Ils sont portés à l'intérieur du vagin, mais ils jouent essentiellement le même rôle. Une chose importante à préciser quand on parle des préservatifs féminins et masculins, c'est que ce sont les seuls moyens de contraception qui protègent également contre les infections sexuellement transmissibles, que l'on appelle aussi IST. Ce sont par exemple l'hépatite B, le sida ou encore l'herpès génital. Comme autre méthode non hormonale, il y a aussi le diaphragme. C'est une sorte de coupelle en plastique qui est placée au niveau du col de l'utérus et qui empêche les spermatozoïdes de pénétrer dans l'utérus. Il doit être retiré dans les 2 heures suivant le rapport, puis peut être lavé et réutilisé. Cependant, il est peu fiable et il doit être utilisé en combinaison avec une crème spermicide. C'est une substance qui donc tue les spermatozoïdes. Cependant, ces crèmes fonctionnent seulement 7 fois sur 10. Une méthode plus drastique, c'est la stérilisation. Chez la femme, elle est pratiquée au niveau des trompes de Fallope, c'est-à-dire les conduits qui unissent l'ovaire avec l'utérus. Ils peuvent être soit coupés, soit on leur fait une ligature. Cela empêche le passage des ovocytes entre les ovaires et l'utérus. C'est donc une méthode qui est, pour ainsi dire, permanente et qui ne peut être pratiquée que lorsque la femme a eu tous les enfants qu'elle souhaitait. Les hommes peuvent aussi subir une stérilisation. On parle alors de vasectomie. Cela consiste à couper les canaux déférents. D'autres personnes utilisent des méthodes plus naturelles. 2 exemples sont le premier, de n'avoir des relations sexuelles qu'à certaines périodes du mois, en particulier pour éviter la période de l'ovulation. Et l'autre, c'est le retrait. L'homme se retire avant d'avoir éjaculé. Ces méthodes ne sont cependant pas totalement fiables. La seule méthode qui permet complètement d'éviter les grossesses est bien entendu l'abstinence totale. Cela conclut cette petite vidéo sur les méthodes contraceptives et devrait vous aider à répondre aux questions des 2 premières activités du chapitre numéro 4. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.